C'est à un moment politique et médiatique hallucinant que nous avons assisté vendredi dernier. Un moment hésitant entre la séquence historique majeure et le buzz façon télé-réalité. Donald Trump et son vice-président J.D. Vance engueulant littéralement le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le célèbre bureau ovale de la Maison-Blanche, devant des dizaines de caméras sous le regard de millions de personnes médusées. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Vous n'avez pas été seuls, vous n'avez pas été seuls. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement militaire. Vos équipes sont courageuses. Mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire, si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine, en 3 jours. Peut-être moins. Moi, j'ai donné des missiles. Et vous devez être plus reconnaissant. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez des cartes. Mais sans nous, vous n'avez aucune carte en main. Au-delà de la sidération, voire de l'incrédulité, nous avons assisté à une sorte de moment de vérité. Oui, le président américain a de l'aversion pour son homologue ukrainien et lui préfère largement Vladimir Poutine, le dirigeant d'une Russie qu'on a eu l'habitude de considérer comme un des adversaires structurels de ce que l'on appelle encore l'Occident. Mais l'Occident existe-t-il encore quand le président de la première puissance mondiale traite un de ses alliés comme les dirigeants occidentaux, justement, ont toujours traité leurs homologues du Sud, Afrique et Amérique latine, loin des caméras. La défiance de Donald Trump vis-à-vis de l'Europe, dont on ne sait pas trop s'il veut l'abandonner ou l'assujettir, est-elle un signe d'une guerre culturelle, d'une OPA idéologique lancée contre le vieux continent? Et face à l'accélération de l'histoire, que peut vraiment l'Europe? Existe-t-elle vraiment? Pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés 3 intervenants. William Bouchardon, journaliste, notamment pour Le Vent se lève et pour Alternative économique ou Jacobin, la revue de la gauche radicale américaine. Max Erwan Gastineau, essayiste, enseignant en relations internationales à l'Institut catholique de Paris, auteur aux éditions du CERF de l'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation. Et Fabien Lassalle-Huméez, journaliste indépendant spécialisé dans les questions internationales. C'est la première édition de notre nouvelle émission d'actualité. Je le disais, vous regardez la première édition de Au cœur de l'actu, le nouveau rendez-vous quasi quotidien d'analyse de l'actualité du média en direct sur notre flux 24/7, sur notre deuxième chaîne YouTube, le Média 24/7, sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et en replay sur la chaîne YouTube, le Média TV. On commence par analyser ce moment historique, ce moment de télé-réalité, ce moment spécial, on va dire, ce moment du 21e siècle assurément. Et je te donne la parole, Fabien, parce que tu as travaillé sur la séquence longue de cette conférence de presse, entre guillemets, filmée et mondo-visionnée. Si cette rencontre filmée était donc une pièce de théâtre, ce serait une pièce en combien d'actes? Quel a été le jeu des acteurs? Ça a duré assez longtemps, on n'a vu qu'un extrait, mais toi, tu t'es tapé, si on peut dire, toute la séquence. Déjà, avant le grand acte dont tout le monde a parlé, il y a eu 2 actes dont on a moins parlé. Le premier acte, c'est le 12 février. On a Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor des États-Unis, qui se rend à Kiev pour essayer de négocier, en fait, enfin pas vraiment de négocier, d'imposer un vrai diktat à Zelensky. Donc l'accord est simple. En échange d'une protection pas vraiment garantie, l'Ukraine s'engage à permettre aux États-Unis de littéralement piller en fait tout un tas de terres rares. Donc on a du lithium, du manganèse, du titane, etc. Donc Zelensky essaye de gagner du temps. Il explique qu'il a besoin du soutien de son Parlement pour pouvoir voter, pour pouvoir accepter un tel accord. Et Scott Bessent rentre à Washington, ce qui provoque une certaine colère de Donald Trump. Et c'est ça qui explique les mots assez violents qu'a pu avoir... C'est le cadre. Exactement. Donc on a Trump qui parle de Zelensky comme un dictateur, ce genre de mots. Et pour tenter d'essayer de jouer les médiateurs... Les valeurs morales sont convoquées dès le départ pour appuyer en réalité une négo commerciale. C'est la méthode Trump, c'est-à-dire que
Trump, c'est quelqu'un qui se perçoit comme quelqu'un qui fait des deals, et donc il propose beaucoup, et ensuite il essaye de négocier à la baisse en ayant le deal le plus favorable pour lui. Et pour faire tampon, on a deux émissaires finalement de Zelensky qui se rendent à Washington. D'abord Emmanuel Macron et ensuite Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et qui convainquent Donald Trump de recevoir Zelensky à Washington. Et donc le 28 février, Zelensky se rend à la Maison-Blanche pour rencontrer Donald Trump. Et dès le début, il y a une sorte de petite brouille sur la tenue de Zelensky, enfin de petites blagues, une blague un peu paradoxale. En fait, depuis que l'invasion de l'Ukraine a commencé il y a 3 ans, Zelensky refuse de s'afficher autrement que dans une tenue militaire, ou en tout cas qui rappelle une tenue militaire. Et donc on ne l'a jamais vu en costume. Et là, les équipes de Donald Trump disent voilà, Monsieur le Président, vous allez devoir porter un costume pour rencontrer le président des États-Unis. Et Zelensky refuse. Donc ça crée une première petite tension. Et la première chose que dit Donald Trump quand il reçoit Zelensky, c'est oh là là, comme vous êtes bien apprêté aujourd'hui devant les caméras. Et donc Zelensky élude, mais ça crée une première tension. Et ensuite, il se passe donc quelque chose qui est assez nouveau avec Donald Trump, c'est-à-dire qu'avant, le bureau ovale, donc le bureau du président des États-Unis, c'était une sorte de saint des saints où il y avait peu de gens qui avaient le droit de pénétrer. Sauf que depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump, il y a quasiment tous les jours, il se passe quelque chose dans le bureau ovale. Donc avant, quand le président... Secret Story, quoi. Il y a vraiment une mise en scène du décorum du bureau ovale, qui est le lieu du pouvoir. Et oui, la mise en scène, elle est importante. C'est un endroit qui est identifié par les citoyens des États-Unis. Donc, et par ceux qui regardent les séries Netflix aussi. Bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce bureau. C'est le bureau le plus connu au monde. Et donc tous les jours, avant, quand il y avait un chef d'État étranger qui était reçu, peut-être qu'il pouvait y avoir un pool de 2 ou 3 journalistes qui entraient, filmaient l'arrivée de l'invité dans le bureau ovale, et puis ils sortaient immédiatement. Mais aujourd'hui, il y a des conférences de presse qui sont improvisées au sein de ce bureau ovale, et on n'a plus seulement des journalistes traditionnels comme on pouvait l'avoir auparavant. En fait, Donald Trump a refusé des accréditations, par exemple, à des membres de Reuters, parce qu'ils refusaient de parler du golfe du Mexique comme le fameux golfe d'Amérique. Vous savez, donc Trump a voulu changer le nom d'un lieu géographique. Et ceux qui refusent cette appellation-là ne sont plus accrédités à la Maison-Blanche. Par contre, il a accrédité différents youtubeurs, influenceurs, etc., qui font partie du mouvement MAGA, donc qui sont des soutiens de Donald Trump, pour poser des questions. Donc c'est dans une pièce où il y a beaucoup de fans que se joue cette pièce de théâtre Zelensky, Trump, J.D. Vance. Et voilà. Tu as regardé, tu m'as expliqué qu'en fait, pendant très longtemps, pendant plusieurs dizaines de minutes, les choses se passent plutôt bien. Oui, mais sauf que déjà, ça dure très longtemps, puisque, encore une fois, avant, c'était 1 ou 2 minutes d'introduction, et ensuite, dans le secret des dieux, le président et son invité échangeaient. Sauf que là, l'échange, il dure très très longtemps, avec derrière des journalistes qui posent des questions, et c'est vrai que dans un contexte tendu, pour faire de la diplomatie, c'est pas l'idéal, parce que ça peut déraper. Qui veut c'est le fruit de la volonté de Zelensky ou de Trump au début, de faire durer comme l'émission. vous dites, enfin l'émission, comme tu dis, la au début, conférence de presse. Oui, c'est vraiment ça, l'émission. Au début, ça se passe plutôt bien. Au début, on a donc 7-8 minutes où chacun explique l'enjeu de la réunion. Les mots sont assez cordiaux. Donald Trump explique qu'il apprécie beaucoup travailler avec Zelensky, qu'il va continuer à le faire. Zelensky lui-même échange quelques amabilités avec Donald Trump. Vers 15 minutes, donc, on a une première question justement d'un influenceur MAGA sur le fait que Zelensky ne porte pas un costume. Donc, vous voyez le niveau des questions. Et en fait, c'est vers 35 minutes que ça commence à chauffer. On a un journaliste polonais qui pose une question sur un ton un peu bizarre. Oui, en Pologne, nous, les États-Unis, on voyait ça comme le pays avec la bonne musique, une grande puissance, ou le pays le plus riche du monde, etc. Ça représentait vraiment quelque chose pour nous. Maintenant, c'est le pays allié de la Russie. Exactement.
Et donc là, Trump répond bah non, je suis aligné ni sur la Russie, ni sur l'Ukraine, et je ne vais pas arriver en disant Vladimir, comment on va avoir un deal en lui parlant mal, ce genre de choses, parce que sinon, je vais pas réussir à avoir un accord. Et ensuite, il passe la parole à Vance, donc le vice-président, qui lui a un ton un peu plus offensif. Et on a presque l'impression, en voyant la séquence, en fait, que il y avait un partage des rôles entre bad cop et good cop, vous voyez, et où Trump se montrait plutôt sympathique quand même vis-à-vis de Zelensky, mais par contre Vance était beaucoup plus offensif. Et qu'est-ce qui fait qu'au final Trump devient aussi agressif? Et donc Vance dit il faut faire de la diplomatie avec Poutine. Et ça, Zelensky, ça l'énerve beaucoup. Lui, devant son opinion publique, il ne peut pas assumer dans un contexte où il a ses soldats en guerre face à Poutine qu'il faut faire de la diplomatie. Donc il défend sa position face à Vance. Le ton commence à monter. Et donc Vance répond. Et pendant ce temps-là, Trump est assez calme. Il observe ce qui se passe. Et à un moment, Zelensky dit oui, mais pour l'instant, c'est de notre côté. Vous avez un océan qui vous sépare, mais un jour, ça va vous arriver. Et là, c'est le moment où Trump explose. Donc en gros, c'est le fait de pouvoir considérer les États-Unis comme faisant face à des périls similaires à ceux de l'Ukraine qui énervent Trump. Bon, on va continuer, on va évoquer ce qui s'est dit après, notamment si Trump le prend pas comme une forme de menace en fait. Voilà, on va évoquer. Ça donne les images qu'on a vues tout à l'heure. Ou alors d'affront pour une grande puissance qui ne peut pas être traitée n'importe comment. On va évoquer d'autres questions autour de cet entretien, notamment les questions d'argent. Mais je voulais demander à nos deux autres invités, qu'est-ce qu'ils retiennent de la signification profonde de ce moment qui va être dans les livres d'histoire dans quelques années, ça c'est presque sûr, Max Serwan. Déjà, merci pour ce récit assez factuel qui a assez peu été présenté, puisqu'on s'est contenté de dire que Donald Trump avait voulu humilier Zelensky. Quand on regarde la séance en entier, c'est pas tout à fait ce qu'on ressent. Il y a eu une montée en tension progressive liée à quelques petites piques, en tout cas qui ont été ressenties comme telles par l'équipe Trump. Moi, en gros, Zelensky s'est adressé à l'équipe Trump comme il parle aux Européens et c'est pas passé. Exactement. Et ça a été vécu un peu comme un affront lorsqu'on lui a dit vous aussi, Américains, vous allez sentir le poids géostratégique de l'évolution du monde si vous laissez la Russie prendre son essor ou recouvrer sa puissance comme elle y aspire. Moi, je voudrais m'arrêter sur le fond parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement un basculement doctrinal des États-Unis. Et je ne souscris pas à la thèse selon laquelle Donald Trump aurait passé un deal idéologique, en quelque sorte, avec Vladimir Poutine. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je voudrais juste rappeler 3 grandes étapes qui ont structuré les relations américano-russes pour comprendre pourquoi on en est là. La première étape, très rapidement, il y a une hostilité historique entre la Russie, puissance continentale, puissance dominante de la plaque eurasiatique, et les États-Unis, puissance dominante du monde maritime, du monde anglo-américain. On va dire le monde atlantique. Et le monde atlantique, on a résumé le monde atlantique, mais bon, qui en effet englobe essentiellement l'Angleterre, historiquement, et les États-Unis. Il y a l'idée que qui contrôle l'île monde, la plaque eurasiatique, Mackinland, père de la géopolitique, contrôle le monde. Et donc il y a toujours eu la volonté des États-Unis d'avoir une emprise sur la plaque eurasiatique, d'où l'importance de garder la main sur l'Europe, qui est pour eux la porte d'entrée vers la plaque eurasiatique, où se concentrent les richesses du monde. Donc il y a cette vision déjà hyper géopolitique, qui mêle aussi les enjeux énergétiques, et qui est un grand fil rouge de la géopolitique américaine, et qui explique aussi les guerres en Irak, les guerres au Koweït, garder pied sur une plaque eurasiatique, au sein de laquelle les Américains ont de fait peu de prise s'ils ne s'investissent pas directement en renversant des gouvernements ou en restant... Ça, c'est ce qui est traditionnel. Ça, c'est la géopolitique traditionnelle et qui fait que Russes et Américains savent qu'au fond, ils sont des rivaux stratégiques en toutes circonstances. C'est ajouté à cette dimension géopolitique au XXe siècle, je ne reviens pas dessus, la guerre froide, où là, il y a eu un conflit en effet idéologique. On arrive ensuite, quasiment à notre époque, Brzezinski, disciple de Mackinland, l'homme qui a théorisé l'importance de contrôler le Heartland, parce que c'est là que se passe la géopolitique, c'est là que se concentrent les richesses du monde. Brzezinski dit la Russie a été affaiblie par la fin de la guerre froide, mais elle va retrouver sa puissance. Et donc il faut anticiper le retour de la puissance russe. On est à la fin des années 90, le Grand Échiquier, c'est son livre phare, et il dit il faut se rapprocher de la Chine pour en quelque sorte encercler la Russie. Et Brzezinski est lu par les Russes.
Et en effet, la Russie a retrouvé sa puissance sous Vladimir Poutine, sa puissance économique, sa puissance agricole, sa puissance énergétique, et donc sa puissance géopolitique, à tel point qu'elle a pu nuire aux Occidentaux, notamment sur le terrain syrien, où là, il y a eu pour la première fois depuis un certain nombre d'années un contrepoids. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on en vient à notre époque, dans les années 2000-2010, la montée en puissance de la Chine qui fait que tout d'un coup, la priorité change. C'est le tournant incarné par Barack Obama. Et là, qu'est-ce que sont en train de faire les néoconservateurs? Pas les néoconservateurs, justement, c'est un lapsus intéressant. La droite n'est plus néoconservatrice, j'y reviendrai après. Les conservateurs américains aujourd'hui disent la priorité, c'est la Chine. Quitte, il faut se rapprocher des Russes. Il faut détacher la Russie de la Chine pour encercler la Chine. Parce que la priorité, c'est la Chine. Et on ne va pas reproduire une guerre idéologique qui n'a pas lieu d'être avec la Russie, d'autant que... Qui n'est plus communiste. Qui n'est plus communiste. Et j'en viens à cette mutation aussi idéologique interne à la droite américaine. La droite américaine n'est plus néoconservatrice. Il y avait un consensus droite-gauche aux États-Unis, les libéraux interventionnistes côté démocrate, les néoconservateurs interventionniste à droite. Interventionniste, plus le monde se démocratise, plus c'est bon pour l'intérêt national américain. Je vais très vite. Deux messianismes, en gros. Deux messianismes, avec l'idée qu'il fallait donc libéraliser, démocratiser le monde, financer des ONG, financer des fondations qui libéralisent les esprits et qui renversent les gouvernements autoritaires. Bon. Je vais très vite, c'est pas du complotisme, c'est tout simplement de la stratégie géopolitique, et ça a fonctionné en certains lieux, et l'Ukraine a été le théâtre d'affrontement de cette volonté expansionniste et idéologique américaine. Là, il y a une évolution idéologique fondamentale qu'on sous-estime parce que derrière Trump, il y a quand même une architecture intellectuelle, il y a des penseurs, il y a des... Et la mutation idéologique de la droite américaine, elle est passée du réganisme, du libre-échangisme, du néolibéralisme ou du néoconservatisme en matière de politique étrangère à ce qu'on appelle le national-conservatisme. Et les NATCO, contraction de national-conservatisme, lorsque vous étudiez leurs discours, leurs réflexions depuis un certain nombre d'années, il y a une note de l'IFRI très intéressante sur le sujet, ils disent... Oui, Taïwan est stratégique, mais on n'enverra pas un Américain mourir pour Taïwan. Et lorsque ces propos sont prononcés par certains néoconservateurs dans les salles NATCO, le public en rigole. Je cite, en rit. Je cite la note de l'IFRI. Il y a l'idée que le monde est fait de nations qui ont des identités civilisationnelles, nationales, différentes, et qu'au fond, chacun doit défendre ses intérêts nationaux. Notre intérêt national aujourd'hui n'est pas de financer une guerre contre la Russie. La Russie n'est pas notre principal adversaire géostratégique, et donc Zelensky nous fait perdre du temps et de l'argent. Et ce qui se passe, au fond, c'est ça, et Zelensky le sait. Et donc Zelensky, il est un peu acculé aujourd'hui, il voit Donald Trump lui expliquer « on a un deal, on va arranger ça en 2 minutes, parce que vraiment là, on en a marre de votre histoire, de votre guerre ». Et du coup, il essaye de prendre un parti, pas directement Donald Trump, mais Vance. Et c'est là où, en effet, ça s'envenime. Mais il faut... Mais quelque part, on a l'impression d'avoir 2 acteurs de télé-réalité, enfin 2 showman de la télé, qui jouent chacun leur avantage jusqu'à l'explosion. Zelensky et Trump, ce sont des produits de télé, ils savent ce qu'ils font. Zelensky, en effet, tient à son récit, l'idée que Poutine est un terroriste, il y a le monde du bien, le monde libre qui affronte le camp des autoritaires. Ce récit manichéen qui plaît beaucoup à l'Europe, c'est ce qui permet à Zelensky... Il s'adresse également à l'opinion américaine, puis il sait qu'il est écouté. Ouais, enfin... Côté démocrate, en effet, c'est le discours que tiennent les démocrates. Les démocrates, même... Il y a eu un fait très rapidement, très intéressant en Amérique, qui s'est passé en juin 2022. Sommet des Amériques, sommet annuel organisé depuis les années 90, à Los Angeles. Joe Biden essaye de mettre au diapason de sa vision géopolitique l'ensemble de l'Amérique latine, en conviant tout le monde, c'est ce que prévoit le sommet des Amériques, réunir toutes les nations du nord et du sud du continent américain, sauf les États autoritaires, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pour dire, nous sommes les démocraties, nous allons établir un cordon sanitaire en Amérique latine, répliquant ce que nous voulons faire à l'échelle du monde pour contenir la Russie et la Chine. Le Mexique, dirigé alors par Manuel López Obrador, qui était le premier homme de gauche à diriger le Mexique depuis des lustres, a menacé de boycotter le sommet des Amériques, et entraînant dans son sillage l'Argentine, la Colombie qui était passée à gauche, etc., pour dire, non, le monde n'est pas divisé en régimes, on s'en moque de la nature des régimes politiques, le monde est divisé en nations, et nous, latino-américains, nous voulons aller là où notre intérêt national nous mène. C'est un peu la même vision qu'a Lula aujourd'hui, qui met dos à dos Russes et Ukrainiens. Et l'intérêt national de tout un ensemble de peuples du monde, notamment les pays du Sud, c'est pas de se fâcher avec la Russie, fournisseur officiel de denrées alimentaires et de produits énergétiques, c'est au contraire de maintenir un lien important, d'où leur refus
de soutenir les sanctions occidentales. Donc, William, quelle est la vision que tu as pu avoir de ce moment-là, justement? On a écouté Fabien et Max Erwan. En complément, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, d'abord sur le fait qu'il faut le replacer dans l'histoire longue et que, effectivement, la rivalité entre la Russie, l'URSS, puis à nouveau la Russie et les États-Unis a connu plusieurs phases, mais qu'en réalité, faut pas comprendre ça comme une guerre idéologique, parce qu'effectivement, il n'est pas question de ça. Et je suis tout à fait d'accord, effectivement, sur le fait que la priorité des États-Unis, affirmée par Obama quand il parlait de pivot asiatique, et puis ensuite ça a été repris par ses successeurs, et Trump aussi, c'est la Chine, en fait. C'est empêcher l'émergence, enfin, l'émergence aujourd'hui, elle a assez largement émergé, mais empêcher le dépassement, voilà, ou contenir la puissance chinoise, en faisant l'inverse de ce que Nixon avait fait au début des années 70, où Nixon avait réussi à progressivement détacher un peu la Chine de l'emprise de son alliance avec l'URSS. Alors, on verra si Trump... Nixon avait choisi la Chine, et là, Trump pourrait choisir la Russie. Exactement. On verra si cette stratégie fonctionnera. On peut en discuter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les États-Unis, avec la guerre en Ukraine, en tout cas, n'ont plus grand-chose à gagner à poursuivre cette guerre. Justement, puisqu'on en parle, ce qui est quand même intéressant, on va dire, c'est que Trump, dans une forme d'honnêteté, évoque les questions d'argent. Et il évoque la guerre comme un investissement, ce qui est à la fois indécent et honnête. Oui. L'honnêteté s'arrête là parce qu'il est assez fantaisiste dans les chiffres qu'il donne. En gros, il estime que l'Amérique dépense trop, alors que ses projections de gains dans cet investissement guerrier sont faits par rapport à celles des Européens. Donc j'aimerais bien qu'on en parle, Fabien. En tout cas, on va regarder quelques captures d'écran du média Toute l'Europe à ce sujet. Sur la première, on voit que les États-Unis sont le plus gros bailleur devant l'Union européenne et les pays européens dans leurs efforts bilatéraux. Et c'est assez frappant parce que c'est beaucoup plus. Et sur la deuxième, on voit que en termes d'engagement, c'est-à-dire de dépenses prévues mais pas encore effectuées, l'Europe a vocation à distancier les États-Unis, puisque les fonds engagés, mais pas encore alloués, ils sont quand même beaucoup plus importants côté européen. Donc l'Europe s'engage pour plus longtemps, mais l'Amérique s'est engagée plus, on va dire. Alors, tout ça nous montre que la guerre pour Trump est d'abord une question de business, Fabien. Et qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans sa rhétorique ? Déjà, le chiffre qu'il annonce est complètement fantaisiste. On l'a entendu tout à l'heure, il répète 350 milliards. Au mieux, on est plutôt sur 175 milliards. Vous la multipliez par 2, allez. Ouais, mais en plus sans chercher à l'appuyer sur quoi que ce soit. C'est vraiment un chiffre qui sort de sa tête. Et sur ces 175 milliards, il y en a à peu près 70 qui sont un financement direct d'entreprises de l'armement américaine. Donc il reste à peu près 100 milliards. Et sur ces 100 milliards, une bonne partie sert même à acheter des armes à l'industrie militaire américaine. Donc en fait, cette aide militaire, c'est une forme de keynésianisme militaire déguisé de la part de Trump qui subventionne sa propre économie. Donc déjà, il y a un avantage, de cette aide qui est... Mais en gros, il estime que les Européens vont se rembourser alors que les États-Unis, c'est du don. En soi, il y a déjà 70% de l'aide européenne qui consiste en du don. Il n'y en a que 35% qui consistent en des prêts à des taux très avantageux. Et en plus, rien ne dit que ces taux seront remboursés par la suite, premièrement. Et deuxièmement, l'industrie militaire des États-Unis étant beaucoup plus importante que celle de l'Europe, l'aide militaire européenne, elle sert en grande partie à acheter des armes américaines, alors que l'aide américaine... C'est un faux problème qu'il évoque alors, William, ou bien il y a une part de vérité sur... dans son argumentaire. En fait, c'est-à-dire que Trump est comme toujours, il est maximaliste et il exagère, on l'a vu sur les chiffres que vous avez évoqués, mais au-delà de ça, en fait, les États-Unis sont les grands gagnants de cette guerre, c'est même les seuls gagnants de cette guerre, parce que finalement l'Ukraine comme la Russie, bon, en particulier l'Ukraine, en ressortent particulièrement affaiblis, mais si on regarde les États-Unis, ils ont quand même gagné 2 membres dans l'OTAN depuis 2022, c'est la Finlande et la Suède. Ils ont triplé leurs exportations de gaz naturel liquéfié vers l'Europe. C'est 100 millions de mètres cubes par jour vers l'UE et le Royaume-Uni. Ils ont aussi, on le disait, vendu énormément d'armes. Alors, on n'a pas encore les données sur 2024, mais c'est passé. Enfin, la
les importations d'armes de l'Union européenne maintenant viennent à 55% des États-Unis, et ça comprend une période qui était déjà avant la guerre en Ukraine, donc on doit être encore plus haut aujourd'hui. Donc en fait, finalement, ils ont réussi une très bonne affaire, et là, Trump veut juste aller encore plus loin, en arrêtant de payer effectivement des aides à l'Ukraine, qu'elles soient militaires ou humanitaires, comme les États-Unis le faisaient sous Biden, mais aussi en récupérant tout ce qu'il peut. Et là, c'est le fameux deal sur les terres rares, mais qui comprend, de ce qu'on a pu lire dans la presse, aussi les hydrocarbures, où Trump dit qu'effectivement, l'Ukraine doit 350, 500 milliards de dollars. Alors, les chiffres ne sont pas forcément très clairs, mais en tout cas, ce qui est prévu, et la réunion d'ailleurs à la Maison-Blanche, qui a donné la scène dont on parlait tout à l'heure, elle était destinée à la base à signer ce deal entre l'Ukraine et les États-Unis, et pour qu'il y ait un fonds d'investissement dont le motif officiel est la reconstruction de l'Ukraine, mais on peut quand même en douter, mais qui soit un fonds qui serait géré conjointement à part égale par les États-Unis et par l'Ukraine. Et donc en fait, finalement, de fait, les États-Unis sont en train de faire main basse sur une bonne partie des ressources du sous-sol ukrainien, qui est quand même pas si mal doté, et ils sont en train de pousser leur avantage toujours plus loin. Mais justement, Fabien, Zelensky, finalement, après ce coup d'éclat, il est tout à fait... Il dit qu'il est prêt à reconsidérer, à signer cet accord sur les terres rares. Pourtant, c'est un accord que tu as présenté comme un accord léonin. Parce que dans la deuxième version, celle qui a été proposée le 28 février, effectivement, il a été un peu remanié. C'est-à-dire que dans la première version, l'idée, c'était que les États-Unis puissent saisir l'équivalent de 500 milliards de dollars, c'est monstrueux, de minerais en Ukraine. Dans la deuxième version, qui est un peu plus amendée, il y aurait donc, comme l'expliquait William, un fonds commun qui permettrait aux deux pays d'en tirer parti, et les entreprises ukrainiennes pourraient trouver une place dans cet accord, et pas seulement des entreprises des États-Unis. Toujours est-il que ça reste un accord très inégal. Et ce qui convenait pas à Zelensky, c'était pas tant cet aspect minerai, sinon le fait qu'il n'y avait pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine. C'est ce que lui était venu négocier. C'est OK, on vous donne des minerais, mais en échange, vous assurez notre sécurité. Et malgré ça, dans la deuxième version de l'accord, il n'y avait toujours pas cette partie qui était prise en compte. Sur les hydrocarbures, justement, quand tu dis aujourd'hui c'est beaucoup plus assumé, l'aspect transactionnel, etc., ça c'est vraiment intéressant. À un moment, dans la conférence de presse, il y a une journaliste qui pose la question, est-ce que les hydrocarbures font partie de l'accord? Et Donald Trump répond un tout petit peu, parce que de toute façon, nous, on a déjà beaucoup d'hydrocarbures. Par contre, effectivement, on a besoin des terres rares de l'Ukraine pour faire notre IA, pour notre secteur informatique, etc. Et vraiment, on a l'impression que c'est un accord commercial qui est en train d'être discuté. Max Forman ? Oui. À ce sujet. Moi, déjà, le premier point que je voudrais souligner, c'est qu'on dit souvent que Donald Trump est brutal, mais ça le rend du coup aussi des fois très transparent sur sa manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'il est aussi très honnête. Il faut quand même, je pense, déjà reconnaître le fait qu'on a un président américain qui rappelle la responsabilité des États-Unis dans ce conflit. C'est-à-dire qu'il souligne très concrètement que si ce conflit a éclaté, c'est aussi parce que les États-Unis ont cherché à attiser la réaction. Il le dit parce qu'il veut emmerder les démocrates. Excusez-moi du mot. Pas que, parce que... premièrement, c'est le New York Times qui l'a révélé, des bases américaines ont été établies ces 10 dernières années en Ukraine. Si les Ukrainiens ont résisté, ça c'est très factuel, si les Ukrainiens ont résisté, c'est grâce à leur héroïsme et leur mobilisation, il ne faut absolument pas le minimiser, mais c'est parce qu'ils ont bénéficié d'une préparation militaire appuyés par les États-Unis, financés par les États-Unis, et qu'ils ont bénéficié du renseignement américain pour faire avorter la percée vers Kiev. Donc les États-Unis ont aidé l'Ukraine, ont préparé et aidé l'Ukraine. Et sans les États-Unis, il est clair que l'Ukraine n'aurait pas tenu aussi longtemps. Elle aurait peut-être tenu grâce à cet entraînement, et puis grâce à sa mobilisation, encore une fois qu'il faut souligner, mais les États-Unis ont joué un grand rôle. Elle aurait peut-être tenu comme les Irakiens ont tenu, c'est-à-dire via la milicianisation et la destruction de l'État. Rendre impossible la victoire de l'autre, mais sans gagner. Voilà, et puis cette guerre, elle a commencé, tout le monde le rappelle, on le rappelle souvent, en 2014. Les événements de Maïdan étaient l'ultime épisode d'une confrontation informationnelle, idéologique, entre pro-occidentaux soutenus par les États-Unis et pro-russes soutenus par le Kremlin. Il y a eu plusieurs renversements de gouvernement, de révolutions de couleur dans les années 2000. Donc Maïdan était l'énième tentative américaine aussi de
quelque part déstabiliser l'Ukraine pour que l'Ukraine ne tombe pas dans le giron de la Russie. Et je pense, et un dernier point, et je reviens à mon... Influencer l'Ukraine, on va dire. Influencer l'Ukraine, Parce que déstabiliser un changement de régime, c'est pas une déstabilisation. Le régime change a été quand même au cœur de la vision... Ouais, mais c'est pas une déstabilisation, c'est un changement de régime. Favoriser un changement de régime... Déstabiliser la Russie en modifiant en changeant le pouvoir en Ukraine. Parce que vous savez qu'il y a cette idée fondamentale aussi dans la géostratégie américaine, qui a duré en tout cas longtemps, l'idée sur laquelle, si on donc coupe l'Ukraine de la Russie cesse d'être un empire. Elle est renvoyée vers sa dimension asiatique et elle perd toute forme d'influence sur la face occidentale de la plaque eurasiatique. Ça, c'est une continuité de la réflexion géostratégique américaine. Mais moi, je crois qu'il y a quand même une dimension idéologique dans le Trumpisme, mais c'est là où on peut aussi souligner le fait qu'il y a une forme de connivence peut-être entre Trump et Poutine. C'est que je pense que Trump est sincèrement sensible à l'idée selon laquelle c'est une question existentielle pour la Russie, l'Ukraine. Parce que lui considère que l'identité nationale américaine est en danger, pour aller très vite. Il est sensible à des discours qui vont aller dans le sens que les assises civilisationnelles d'un pays peuvent mourir. Ou alors il se dit que de toute façon, l'un dans l'autre, la Russie prend l'Ukraine, moi je prends le Groenland, en nous aller, c'est la fête... il peut y avoir une conférence de Berlin 2.0 où les grands se répartissent le monde, la Chine, Taïwan, la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, le Groenland. Mais moi vraiment sur cette dimension existentielle... Peut-être la Tour Eiffel aussi. Blague. Sur cette dimension existentielle, il y avait un document, je finis là-dessus, traduit par l'agence de presse russe RIA Novosti, le jour même de la percée avortée vers Kiev, qui était censé expliquer au monde pourquoi la Russie l'avait fait. Ils l'ont retiré de leur site internet, et puis, avant de le supprimer, la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique de Dominique Régnier, a réussi à le télécharger en quelque sorte, et l'a traduit sur son site. Vous pouvez le retrouver aujourd'hui. Et ce que disent les Russes, c'est que si on perd l'Ukraine, pour toujours, les Russes vivront une forme d'humiliation nationale parce que nous aurons perdu notre berceau historique. Et pour que la Russie soit forte, y compris démographiquement, parce que démographiquement, il y a un péril démographique pour les Russes, ils ont besoin de l'Ukraine en quelque sorte, ils expliquent que... La démographie est plus dynamique en Ukraine ? Non, mais c'est qu'il y a une base populationnelle importante. Il y a un apport. Et ils appellent les Ukrainiens les petits Russes. Il y a les grands Russes, les petits Russes. Et le monde russe, l'unité du monde russe, est essentielle à la survie et à la puissance future russe, parce qu'il n'y a pas de puissance sans fierté nationale, sans sentiment que nous appartenons à un monde civilisationnel fort, que nous devons défendre. Et si la Russie perd l'Ukraine, le monde russe se fissure et donc la Russie sera à jamais une petite puissance. Il faut... Mais ça devrait intéresser les Américains. Et juste pour terminer, moi je crois qu'il faut vraiment, et c'est ce que j'écris aussi dans mon livre, répondre aux défis de la désoccidentalisation, c'est d'abord accepter qu'il y a des rationalités venant d'autres pays qui peuvent nous échapper. Il faut accepter que les Russes ne raisonnent pas comme nous. Les autres ne pensent pas comme nous, disait Maurice Gourdeau-Montagne, l'ancien Sherpa diplomatique de Jacques Chirac. Et oui, et les Russes ne raisonnent pas comme nous, et ils pensent que l'Ukraine est une question existentielle. Et l'un des grands géostratèges américains de l'école réaliste, pas de l'école néoconservatrice, John Mearsheimer, cité souvent par Emmanuel Todd, explique depuis le début, depuis des années, que la Russie ne peut pas perdre ce conflit face à l'Occident. Pourquoi ? Parce que dans des conflits qui durent, c'est la partie la plus déterminée qui l'emporte. Pour les Russes, c'est une question existentielle. Ce n'est pas le cas pour l'Occident. Alors, pour revenir à cette confrontation et surtout aux conclusions qu'on peut en tirer, parce qu'on peut se dire, en fait, c'est la fin de l'Occident. Les États-Unis ne sont plus intéressés à créer, y compris par la force, ce gros bloc avec l'Europe de l'Ouest. De toute façon, ce bloc, c'est un bloc qui est daté. C'est pas une réalité structurelle de notre monde. Certes, le monde... La chrétienté est divisée entre Orient et Occident, mais voilà, ce n'est pas que ça. Mais ce qui m'a frappé dans la manière dont les Américains veulent justement faire signer un accord économique sous couvert d'accord de défense, c'est que cet accord ressemble trait pour trait à des accords qu'on connaît très mal en France. C'est les accords de défense entre la France et ses anciennes colonies, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Niger en 1961. Et c'était des accords qui étaient économiques. On parlait des différentes matières premières dont la France aurait l'exclusivité et également la protection de ces pays-là était évanescente. C'est-à-dire que globalement, on vous protège si on veut. Et ces accords, c'est l'accord de défense, ces accords de défense ambigus qui ont créé, notamment en 2002 en Côte d'Ivoire, des manifestations anti-françaises quand la France a refusé de venir au secours du pouvoir de Laurent Gbagbo parce qu'elle estimait qu'elle n'y avait pas son intérêt. C'est pour cela que je demande si
finalement, les États-Unis ne voient pas en l'Ukraine et en l'Europe une forme de cible coloniale. C'est-à-dire, les États-Unis coloniseraient donc l'Ukraine et coloniseraient l'Europe, comme l'Europe a colonisé le monde. Et ça, c'est une possibilité. Mais est-ce que les deux sont contradictoires? Parce que si on dit fin de l'Occident, on ne peut pas dire non plus colonisation de l'Occident. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir de l'attitude américaine, Fabien? Ce qui est intéressant déjà, c'est que beaucoup de gens oublient qu'actuellement en Europe, il y a 100 000 soldats des États-Unis. Et c'est le cas depuis la Seconde Guerre mondiale, il y en avait même plus auparavant. Dans un pays comme l'Allemagne, un soldat sur 5 est un soldat des États-Unis d'Amérique. Donc il y a déjà une présence militaire qui est là. Bon, évidemment, dans le cadre de l'OTAN, quand le général de Gaulle, par exemple, a souhaité que les militaires états-uniens en France s'en aillent, ils sont partis. Mais pendant des décennies, la question de l'Alliance Atlantique n'a quasiment pas été questionnée dans beaucoup de pays. Elle allait de soi, en fait. Elle n'était même pas pensée. C'était une alliance et pas une colonisation, en tout cas pas ouvertement. Dans les faits, le fonctionnement de l'OTAN, d'ailleurs, il y a des anciens premiers ministres ou présidents de pays européens qui ont participé à des sommets de l'OTAN qui l'ont expliqué. À la fin, on faisait ce que le représentant des États-Unis disait qu'il fallait faire en matière de politique de l'OTAN. Et donc, tout un pan des questions internationales, de la politique internationale des pays européens, en particulier pour un pays comme l'Allemagne, c'était moins le cas en France depuis le général de Gaulle jusqu'à Nicolas Sarkozy environ, mais la plupart des pays européens s'alignaient sur la politique étrangère des États-Unis, en tout cas pour les questions les plus fondamentales. Et cette question-là, elle n'a pas été posée pendant longtemps, et en échange, effectivement, c'est vrai que les Européens arrivaient à négocier quelques avantages avec les États-Unis. Trump, c'est quelqu'un qui comprend davantage la logique de la puissance, qui constate que oui, il y a des pays qui sont plus puissants que les pays européens, la Chine, la Russie, et donc avec lesquels on va être dans une logique de rapport de force pour négocier. Et l'Europe, on l'écrase. En tout cas, si elle se laisse écraser, oui. Si demain, l'Europe, soit des pays européens en particulier, soit, j'y crois moins, mais l'Europe tout entière réussissait à poser des lignes de défense pour vraiment négocier avec les États-Unis, oui, là, elle se ferait davantage respecter par Donald Trump, parce qu'il comprend ce langage-là, il comprend le langage du rapport de force. Alors, William, colonisation ou abandon ? Je pense qu'on peut parler dans une certaine mesure de colonisation, parce que en fait, le parallèle, je trouve, avec les anciennes colonies françaises est assez frappant. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, sur plein d'aspects, de plus en plus, les pays européens, et c'est le cas aussi de la France, qui pendant un certain temps, vous le rappeliez, était un peu plus indépendante que les autres pays, notamment l'Allemagne, de plus en plus on se fait un peu dévorer. C'est le cas bien sûr en matière numérique, où on voit les GAFAM un peu partout dominer notre Internet, notre vie numérique, mais c'est le cas aussi... La vie numérique, c'est la vie. C'est la vie. Déjà, la vie quotidienne. En matière économique, c'est quand même assez flagrant. Il suffit de remonter à l'affaire Alstom, qui est, je pense, le paroxysme de ça, même s'il y a eu beaucoup d'autres épisodes de cette guerre économique. C'était pas sous Trump. Non, bien sûr, c'était sous... Cette violence a commencé avant. C'était ça en matière militaire, mais la France conserve ses dernières cartes, on va dire, sur laquelle on est relativement indépendant, c'est en matière militaire, justement, et je pense qu'on pourra y venir si on parle de l'Europe de la défense après, mais justement, les États-Unis ne sont pas avares de nous passer devant, de passer comme il le ferait une puissance coloniale. C'était le cas avec le contrat des sous-marins australiens, qui valait quand même plus de 50 milliards de dollars, où finalement l'Australie, sur ordre des États-Unis, a défait c'était Trump à l'époque pour le coup, a défait le contrat avec la France pour se tourner vers les États-Unis, et puis à chaque fois ils nous rachètent aussi des entreprises stratégiques. On a cité Alstom, mais on pourrait citer la TECOR il y a plusieurs années. Des fois ils achètent juste pour les tuer. Oui, aussi. Et puis à chaque fois, éventuellement, des fois on les récupère. Le cas Alstom, encore une fois, est intéressant parce qu'on a racheté pour le double de ce qu'on avait vendu, avec des emplois en moins, mais surtout avec les brevets en moins. Or, les brevets des fameuses turbines Arabelle, c'est nos centrales nucléaires, et c'est aussi notre porte-avions nucléaire. Donc de plus en plus, oui, effectivement, on se retrouve dans une situation quasiment de pays colonisé. Peut-être que c'est un peu exagéré, mais en tout cas, c'est la direction vers laquelle on va si on ne réagit pas. Et il semble que très largement les pays européens l'acceptent.
l'Allemagne peut-être encore plus que les autres. Et oui, on en a aussi un petit peu parlé, mais en matière énergétique, c'est de plus en plus le cas, puisque avant, et ça là pour le coup, le cas de l'Allemagne est très frappant, l'Allemagne bénéficiait largement d'énergie pas très chère grâce au gaz russe. Surtout, alors après ils achètent aussi de l'électricité française lorsque leurs renouvelables produisent pas assez, et du coup c'est le nucléaire français, mais lorsque le gaz russe, c'était 55% de leur gaz avant la guerre aux Allemands qui venaient de Russie, une des premières choses qu'ont fait les États-Unis, c'est faire sauter, ou du moins autoriser d'autres puissances à faire sauter les gazoducs Nord Stream pour que ce soit impossible à la Russie de fournir à nouveau du gaz à l'Allemagne, en tout cas par pipeline. Il faudrait au moins des bateaux, etc. Et on a construit depuis beaucoup de terminaux de GNL pour importer, gaz naturel liquéfié. Pour importer du gaz de schiste américain. Donc sur plein d'aspects, et je pense qu'on pourrait en citer encore d'autres, effectivement dans le domaine idéologique, culturel aussi, on est de plus en plus colonisé. Donc en réalité, c'est pas un désintérêt, c'est plutôt un intérêt d'un autre type, en tout cas plus agressif. Et est-ce que, Max Serwan, on peut même essayer de parler de colonisation politique, en tout cas avec Elon Musk, qui est... Bon, c'est un troll, il peut aussi dire n'importe quoi. On a vu qu'il a soutenu l'idée que les États-Unis quittent l'OTAN et l'ONU. Donc en gros... qu'ils abandonnent tous leurs devoirs et qu'ils puissent imposer toute leur volonté. Mais il accompagne l'extrême droite européenne, en tout cas de nombreuses formations politiques d'extrême droite, qui défendent la fameuse liberté d'expression qui, en réalité, dans le domaine numérique, est la liberté des GAFAM, d'une certaine manière. Est-ce qu'il n'y a pas cet enjeu, c'est-à-dire arriver à un niveau où on aura des correspondants politiques en Europe qui nous permettront d'éviter des obstacles réglementaires comme le DSA, le Digital Services Act, qui énerve Elon Musk et tous les patrons de la tech américaine, et qui peut m'expliquer pourquoi ils sont ralliés à Donald Trump. Alors, ça a été rappelé, il y a une telle connivence politique, culturelle, économique américano-européenne qu'on ne se rend même plus compte à tel point les États-Unis imposent, en fait, sans même des fois avoir besoin de taper sur la table, leur dictat. Et il y a 2 ans, la direction générale du commerce à la Commission européenne cherchait une nouvelle tête, et la Commission européenne pensait embaucher une américaine qui était l'ancienne lobbyiste de Microsoft, des GAFAM. Donc pour s'occuper d'un domaine essentiel dans une mondialisation qui est une guerre économique que les États-Unis ont déclarée à l'Europe depuis très longtemps, nous allions embaucher une américaine. Tout est dit. Les États-Unis ont longtemps soutenu la construction européenne, l'idée qu'il fallait ramollir les nations et leurs intérêts nationaux en les dissolvant dans un grand tout qui s'appellerait l'Union européenne, qu'on pourrait contrôler depuis Bruxelles, où réside le siège de l'OTAN, les Européens ne jurant que par un atlantisme de confort. La petite nouveauté, c'est plutôt une grande nouveauté, c'est en effet l'arrivée de Musk, de Vance, c'est-à-dire c'est peut-être bizarre de le dire pour Musk, mais d'une aile plus idéologique, qui ajoute une dimension plus idéologique au Trumpisme, et une vision plus impériale. Musk étant le descendant de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Oui, mais c'est lui qui, en effet, à travers les réseaux sociaux... C'est important de dire que c'est une idéologie d'inégalité également. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a dit les États-Unis veulent s'émanciper de l'Europe. Bon, déjà, premièrement, ils ne vont pas mettre fin à l'OTAN, puisque l'OTAN est le moyen à travers lequel le complexe militaro-industriel américain exporte en effet ses équipements. Mais surtout... Bien que Musk l'a suggéré aujourd'hui. Ce matin... Ouais, mais il dit la dissolution de l'OTAN. Ce matin la sortie des États-Unis de l'OTAN et de l'ONU, en gros... Ouais. On n'a plus envie d'avoir de devoir vis-à-vis de quiconque. Ouais. Bon, moi, ce que je crois... Pourquoi s'intéresse-t-il à l'Europe ? Pourquoi le sigle méga succède-t-il au sigle MAGA ? Pourquoi les Américains poussent-ils pour dire « Make Europe Great Again » après ce que nous sommes en train de faire « Make America Great Again ». Pourquoi s'intéressent-ils à l'Europe ? Moi, je pense qu'ils n'ont pas du tout envie de lâcher l'Europe. Ils parient sur la recomposition idéologique des droites européennes pour refonder le lien transatlantique, non plus sur des valeurs libérales, progressistes, mais sur des valeurs nationales conservatrices qui sont les leurs et qui doivent être celles désormais aussi des Européens. Parce qu'ils sentent, je pense, le vent de l'opinion conservatrice, publique. C'est quand même un mot bizarre pour évoquer un projet qui est très révolutionnaire au fond. Mais conservatrice dans le sens où... Transhumaniste... très simplement, conservatrice au sens où il y aurait 2 jambes. La souveraineté nationale, je veux défendre ma nation, mon cadre historique national, et son identité culturelle. Identité et souveraineté nationale. Un Occident reconsolidé
par une connivence civilisationnelle que seule permettrait la renaissance des États-nations. Et quand j'entendais Musk intervenir pour défendre Meloni, l'AfD, etc., j'ai pensé directement à Samuel Huntington, non pas parce que Samuel Huntington avait écrit qu'il y aurait des guerres de civilisation, il n'a jamais appelé à une guerre de civilisation, il appelait l'Occident à la modestie, il disait qu'il fallait en repaître de notre universalisme qui était contre-productif dans un monde multipolaire. En revanche, je finis là-dessus, il disait, dans un monde justement compliqué, où l'Occident va voir ses intérêts être contestés par la montée en puissance des pays du Sud, il faut que l'Occident fasse bloc. Et pour Samuel Huntington, les liens géostratégiques sont d'autant plus forts qu'il y a un lien civilisationnel qui relie les États à l'intérieur même d'une ère géostratégique. Et donc, il disait, notre plus grand adversaire en Occident, c'est le multiculturalisme. C'est l'hispanisation des États-Unis. Et là, c'est l'islamisation de l'Europe. Il y a un décret pour dire que l'anglais était la langue officielle des États-Unis, à rebours de l'idéologie américaine. Et qu'est-ce qu'a dit Vance? Il a un truc assez incroyable, mais il a dit la Grande-Bretagne pourrait devenir le premier État musulman qui possède l'arme nucléaire. Et je pense qu'il y a vraiment cette... Il a oublié le Pakistan. Ouais. Il a oublié le Pakistan. Mais il l'a dit. Oui. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée que il faut que l'Europe sauve son identité civilisationnelle, je reprends les termes, pour recréer un lien transatlantique fort. Parce que si demain, l'Europe continue d'évoluer démographiquement et les États-Unis évoluer dans une autre direction, nous n'aurons plus rien à voir les uns avec les autres, et donc l'Occident perdra son unité et se fera d'autant plus attaqué par le monde non occidental. C'est la peur du grand remplacement à l'échelle mondiale. Ben, je pense qu'il y a cette réflexion idéologique-là. C'est un suprémacisme blanc. Sans même possiblement l'avoir intellectualisé, mais je vois en tout cas une continuité idéologique entre cette thèse élaborée par Samuel Huntington, pas dans le choc des civilisations, dans un livre d'après, et ce que proposent à l'Europe les États-Unis. Parce que je ne vois pas les États-Unis, encore une fois, quitter l'Europe, puisqu'ils promeuvent des partis politiques européens. Ils veulent changer l'Europe pour continuer à maintenir leur emprise sur elle, mais pas en mettant en avant un logiciel progressiste jugé périmé, mais le logiciel de demain, celui que portent des partis conservateurs qui ont le vent en poupe en Europe, c'est vrai. Et qui est quand même porteur de nettoyage ethnique. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Fabien, et la France dans tout cela? C'est-à-dire que l'Europe et la France dans tout cela, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que l'Europe existe? Et si l'Europe n'existe pas, que peut faire la France face à cette accélération de la colonialité américaine? Il y a, à l'échelle européenne... Déjà, l'Europe peut-elle sauver l'Ukraine, je reviendrai sur ce point-là après, mais d'abord sur la question de que peut faire l'Europe. En fait, tout dépend de si les pays européens veulent avoir une unité, ou bien s'il y a une division entre certains pays européens qui souhaitent vraiment... Spoiler alerte, non. Moi, j'y crois pas. Mais ce matin encore, Keir Starmer expliquait qu'il ne choisirait pas entre les États-Unis et l'Europe. Sauf qu'à un moment, il va devoir choisir, à moins qu'effectivement tous les pays européens demain deviennent des satellites des satellites la Grande-Bretagne, des États-Unis. c'est la maman des États-Unis. En tout cas, ils sont obsédés par cette idée de relations spéciales, etc. Ils avaient fait le Brexit en disant, voilà, on va se retourner vers les pays du Commonwealth. En fait, pas du tout. Ils se sont encore plus satellisés du côté des États-Unis. C'est partie du Commonwealth. Non. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que on parlait tout à l'heure, oui, les deux jambes, identité et souveraineté. Mais de fait, qu'est-ce qu'on demande à ces dirigeants-là? C'est de suivre la politique des États-Unis. Et c'est assez intéressant de voir qu'en France, on a des personnalités comme Sarah Knafo, par exemple, qui ont longtemps parlé de souveraineté française, etc., et qui aujourd'hui passent leur temps dans des séminaires organisés par des associations ultra-conservatrices aux États-Unis, où ils font que répéter assez bêtement les slogans de cet international réactionnaire-là. On s'achemine vers la fin de l'émission, donc l'Europe, c'est un peu sûr qu'elle ne peut pas grand-chose, tellement les contradictions sont fortes en son sein. Et la France, est-ce qu'elle peut jouer un jeu diplomatique pour contrebalancer les prétentions américaines, ou ça vaut même pas la peine d'essayer? Si tous les pays qui ne veulent ni être colonisés par les États-Unis, ni devenir des satellites de la Russie, ni être sous une influence chinoise trop forte, je pense qu'ils auraient plutôt intérêt à se coaliser ensemble. Donc ça sera des pays européens. En fait, la question, c'est pas est-ce qu'on peut avoir une unité européenne ou pas. Moi, j'y crois pas, mais si c'est possible, tant mieux. Si c'est pas possible, tous les pays en Europe qui ne souhaitent pas devenir des colonies des États-Unis
peuvent se coaliser ensemble, effectivement, pour constituer un bloc alternatif avec d'autres pays qui n'attendent que ça. En Amérique latine, au Brésil, par exemple, Lula n'attend que ça. Lula attend qu'un pôle alternatif à la Russie, à la Chine et aux États-Unis se constitue. Sachant que le Brésil est dans les BRICS. Mais les BRICS n'ont pas d'unité. Les BRICS, ils ont des intérêts communs qui sont en fait constituer un ordre alternatif à celui qui a été forgé par les États-Unis. Ça peut être dans l'intérêt de la France de voir ça. La question, c'est sous quelle structure? Est-ce que demain, ça sera la loi de la jungle, ou bien est-ce que demain, on peut essayer, dans une certaine mesure, de revenir à ce qu'on a essayé de construire après 1945, c'est-à-dire effectivement un monde multipolaire, mais qui soit régi par un certain nombre de règles, etc. Et pour le coup, un pays comme l'Afrique du Sud peut y être ouvert, un pays comme le Brésil peut y être ouvert, et demain, si l'Inde n'est plus gouvernée par quelqu'un comme Modi, c'est possible aussi. Oui. Attends, on va continuer la discussion, mais en fait, on a Magnéto qui nous vient à l'Assemblée nationale, nos reporters Lisa Lapp et André Magnificent, et c'est le député LFI, responsable des relations internationales, Arnaud Le Gall, qui donne son avis sur la question. Ça fait déjà plus de 2 ans maintenant qu'on dit qu'il est urgent de trouver une solution diplomatique, que la France soit fer de lance d'une solution diplomatique, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de solution militaire acceptable à ce conflit. Et faute de s'être enfermé dans le déni, on se retrouve dans une situation où désormais Poutine a un interlocuteur qui n'est rien d'autre que le président de la première puissance du monde, en tout cas première puissance militaire du monde, et qui est prêt à aller à marche forcée vers une paix qui soit à ses conditions. C'est-à-dire qu'on ne fait même plus mention de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, on la rançonne notamment avec les contrats sur les terres rares, etc. Et les dirigeants européens sont dans le déni depuis 2-3 ans, où on nous annonce tous les jours que l'armée russe va s'effondrer, que l'économie russe va s'effondrer. Je me rappelle encore de voir Bruno Le Maire nous expliquer lors du premier train de sanctions que ça allait être décisif. On était quelques semaines après le début de la guerre. Tout cela ne s'est pas produit, et du coup, depuis une quinzaine de jours, on a affaire à des dirigeants européens, Macron en tête, qui ont l'air perdus, qui ne savent plus arbitrer entre la nécessité de prendre acte de cette situation pas entièrement nouvelle, où on est allé encore plus loin dans la rupture du cadre atlantiste par Trump, mais en vérité, ça fait depuis longtemps que les États-Unis ont d'autres priorités que la supposée sécurité européenne. Eux, leur sujet, c'est de redéployer vers l'Asie-Pacifique, donc d'enlever un maximum de forces militaires ici. William, voilà, que faire? Non, mais je suis d'accord qu'effectivement, si on veut retrouver une souveraineté, et justement, il ne faut pas faire comme les droites les droites réactionnaires qui parlent de souveraineté, mais finalement pour suivre la ligne de Trump. Et effectivement, il faudrait aller plus vers alors, une période, on appelait ça l'altermondialisme, le tiers-mondisme, peu importe, ou de manière générale, il faudrait être non aligné, c'est-à-dire, ça n'empêche pas d'avoir des relations tout à fait intéressantes avec les États-Unis, mais ne pas faire partie systématiquement d'un bloc et le suivre corps et âme. La France s'est déjà brouillée avec toute l'Afrique. Hein. Oui. La ça déjà, et la difficulté aussi actuellement dans tout ce qu'on voit avec les sommets à Paris, à Londres, etc., autour de l'Europe de la défense, c'est que ça prend pas du tout ce chemin-là, parce que déjà, par exemple, à Londres, il y avait Mark Rutte, qui était le Premier ministre hollandais avant, qui maintenant dirige l'OTAN. Donc, si on voulait véritablement se passer des États-Unis, se détacher de l'OTAN, on ne l'aurait pas invité. De même, si demain on faisait une Europe de la défense, en réalité, ça pose quand même 2 questions fondamentales. C'est avec quel armement? Aujourd'hui, quand justement plus de la moitié des importations viennent des États-Unis sur les armes, ça pose des questions. Typiquement, l'Allemagne a acheté des F-35 aux États-Unis il y a à peine 2 ans. Ils vont devoir s'en servir pendant des années. On ne va pas pouvoir s'en passer du jour au lendemain. Si demain on dit on sort de l'OTAN avec, mettons qu'on fait une défense européenne, et sans les États-Unis, sans l'OTAN, les États-Unis arrêteront de fournir des pièces détachées, il faut en sorte que le logiciel ne fonctionne plus, etc. Donc on aura de véritables problèmes. Et puis l'autre problème, assez évident avec ces questions d'Europe de la défense, c'est que c'est comment on prend la décision, c'est pour quel objectif géopolitique. Or, dans l'Europe des 27, vous avez à la fois des pays, si on prend juste par exemple la partie Est, vous avez des pays très belliqueux contre la Russie, les pays baltes, la Pologne par exemple, et d'autres qui le sont beaucoup moins, la Hongrie, la Slovaquie, peut-être demain la Roumanie,
Roumanie en fonction du verdict des élections présidentielles. Et à chaque fois, on aura ce problème de devoir trancher. Je prends un autre exemple qui n'est pas forcément sur l'Ukraine, mais typiquement, demain, sur le conflit israélo-palestinien, vous avez l'Espagne, qui est membre de l'OTAN, de l'UE, qui a reconnu la Palestine et qui a cessé ses exportations d'armes vers Israël. C'est pas le cas des autres. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire aux Espagnols, vous devez vous écraser. Et là, en fait, à chaque fois, on n'arrive pas à avancer. Contradiction. En fait, ce qui est beaucoup plus simple, c'est de rester dans le cadre d'une souveraineté nationale, là où on peut avoir des intérêts cohérents, et après de faire évidemment des transactions, des accords bilatéraux, on a toujours le faire. Mais l'échelle européenne pour la défense, c'est principalement une folie parce qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord et on le fera avec du matériel étranger. Merci Erwan, 30 secondes. Oui, lorsqu'on veut faire l'unité à partir de partis qui ont des intérêts très différents, on s'accorde sur un plus petit dénominateur commun, ce qui donne un discours creux sur les valeurs qui ne permet pas à l'Europe d'avoir la consistance doctrinale dont elle a besoin dans ce monde multipolaire. Donc moi, je ne crois pas à la nécessité d'une unité européenne. Ça, c'est le piège dans lequel on veut nous enfermer. Il faut au contraire accepter une forme de dissensus constructif que seule la France peut introduire. Parce que la France, c'est la jambe sud du Nord. Jusqu'au début des années 80, le corps diplomatique français avait interdiction d'utiliser dans ses communiqués le mot occidental. Parce que, vieil héritage d'un tiers-mondisme gaullien, parce que... Elle s'est occidentalisée depuis. Mais elle s'est occidentalisée depuis, parce qu'elle savait que dire Occident, c'est immédiatement enfermer la France dans un bloc dominé par le monde anglo-américain. La France a un autre son de cloche à faire entendre, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes ces initiatives supranationalistes qui visent par exemple à dire plus de droits de veto en matière de politique étrangère au sein de l'Union européenne. Au contraire, vive le dissensus, parce que c'est grâce à ce dissensus que la France a pu dire non en 2003 à l'invasion de l'Irak, anticipant l'avènement d'un monde post-américain, comme dit Zakaria, le grand éditorialiste de CNN. Et si demain, imaginons qu'en 2003, ce droit de veto avait été supprimé, on aurait suivi la majorité de nos alliés européens qui ne jurent encore une fois que par un atlantisme de confort. Donc vive le dissensus, et pour cela, vive une Europe qui réapprenne à aimer ses nations. Le mot de la fin à Fabien qui voulait s'interroger lourdement sur le concept même d'Occident. Peut-être que c'est un concept qui n'est pas opératoire. Pour un pays comme la France, on peut se questionner. On considère comme allant de soi que, par exemple, sur le plan des valeurs ou sur le plan culturel, un Français partage plus avec un habitant du Texas que... par exemple, avec un habitant de l'Algérie ou de l'Argentine. Je pense que sur le plan de la langue, sur le plan des échanges culturels, il y a beaucoup plus à partager avec un pays comme l'Algérie ou la Tunisie. Sur le plan de la culture républicaine, il y a beaucoup plus... Sur le plan de la génétique, je dirais un Français plus proche d'un Algérien que d'un Texan. Mais il y a beaucoup plus d'échanges entre les deux pays. Et finalement, on a normalisé ce concept même d'Occident, alors qu'en soi, on peut s'interroger. Il y a beaucoup plus de francophilie, par exemple, dans un pays comme le Liban, que dans beaucoup d'endroits aux États-Unis. Il y a l'héritage de la Révolution française, il est beaucoup plus partagé en Amérique latine qu'aux États-Unis. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des bonnes relations avec les États-Unis. Et souvent, les diplomates français ont parlé de la relation avec les États-Unis, on doit être amis, alliés, mais non alignés. Et en fait, dans les faits, on constate qu'au moins depuis Nicolas Sarkozy, il y a un vrai alignement sur la plupart des questions. Et ce moment de dissensus avec Trump, c'est le moment de se poser comment, effectivement, on revient, comme vous le disiez, sur une diplomatie qui soit ouverte sur le monde entier et qui permette une coopération pour défendre une certaine idée de la France, finalement. Merci à vous, Fabien, Max, Erwan et William, de nous avoir apporté vos lumières. Merci à vous d'avoir regardé ce premier numéro d'Au cœur de l'actu. N'hésitez pas à nous donner un avis en laissant un commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien un mail si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois. Devenez sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Très bonne soirée sur le média.